Le temps que la manip se fasse, je vais me présenter. Donc moi, c'est Yvonne Rousselière. Donc je travaille à l'IFIP, donc qui est l'Institut de la filière porcine. On est basé à Passé, juste à côté de Rennes. Et donc je travaille au service bâtiment équipement. Et donc aujourd'hui, je vais vous faire une proposition de présentation. Parfait. Qui sera un peu construite en trois blocs. Il y a un premier bloc où je vais vous présenter donc l'outil Climaléa Test qui a déjà été introduit donc par Marion. Et donc je vais vous donner donc un exemple de comment on l'applique en production non porcine. Après, je vais aborder les différents leviers d'action qui peuvent être activables par des éleveurs, et c'est des leviers qu'on a réellement vus, on va dire en mise en pratique par des éleveurs dans le cadre de 2 cas d'études qui ont été suivis donc par l'IFIP. Et enfin, je ferai une petite ouverture sur l'outil Climaléa Diag. Alors déjà, pour démarrer par rapport à la question de Stéphane, nous en porc, on va considérer que tous les cochons de moins de 30 kg, donc c'est-à-dire les porcelets sous la mer et les porcelets en post-sevrage, pour prendre un coup de chaleur, il faut monter à des températures qui sont relativement importantes, donc à plus de 32 degrés, 30-32 degrés, parce que c'est des cochons qui se thermorégulent assez mal et qui, de ce fait-là, ont besoin de beaucoup d'apports de chaleur pour réussir à se thermoréguler. C'est un peu différent pour le porc charcutier, où là, on estime que les premiers effets néfastes d'une température trop élevée vont arriver à partir de 25 degrés. Donc, en gros, les effets néfastes, c'est une baisse de la consommation d'aliments. Et cette baisse de consommation d'aliments se traduit par une baisse de la croissance. Et en fait, à partir de 25 degrés, on observe cette diminution de la consommation moyenne et du gain quotidien, enfin du gain de croissance. Tu Et parles, souvent, pardon on dit que Yvonne, c'est au-delà de 28-30 degrés. Pardon? tu parles de la température dans le bâtiment, on est bien d'accord. Oui, dans le bâtiment. Oui, oui, dans le bâtiment. Oui. Et enfin, pour la truie, là, ça va être un peu différent. Donc, plus l'animal est gros et plus il a de difficulté à se thermoréguler quand il a des gros pics de chaleur. Donc, pour la truie, on estime qu'elle commence à activer des processus de thermorégulation au-delà de 20 degrés. Donc, c'est quand même assez fréquent. Et elle commence à peiner en termes de saturation de ces process de régulation au-delà de 26-27 degrés. Donc vous voyez que dans le contexte adaptation au changement climatique, les températures que je vous donne, on se rend compte que nos cochons sont déjà à l'heure actuelle assez vite challengés d'un point de vue thermique. Ceci étant dit, du coup, comment on peut réussir à travailler donc là-dessus? Donc, une première étape, c'est de réaliser un climat-aléa test. Alors, climat-aléa test, c'est un outil Excel qui est composé donc de 43 questions, et ces 43 questions, elles vont aborder 4 types de thématiques différentes. Il y a une première thématique qui est autour de l'alimentation et de la conduite à l'approche de l'été, donc justement des programmes alimentaires. Il y a une deuxième partie, alors qu'on aborde ou pas, selon le type d'élevage que l'on a, soit une partie basée sur bâtiment et installation, soit une autre partie plein air et installation. C'est assez rare que sur un même élevage, on aborde ces deux blocs-là. Et enfin, on a un dernier bloc qui traite de tout ce qui est autour des animaux et des performances. Donc en fait, l'idée de cet outil-là, c'est vraiment d'avoir un outil qui est simple, qui est facile d'accès et en gros qui sert un peu de support de réflexion ou d'échange. Donc si l'éleveur le fait tout seul, on considère que c'est plutôt une espèce de pense-bête dans lequel l'éleveur va pouvoir voir les différentes thématiques à modifier ou à ne pas modifier et l'impact que ça peut avoir sur sa résilience au vu du réchauffement climatique à venir. Soit ça peut être plutôt un support d'échange quand c'est un outil qui est utilisé avec une personne qui l'accompagne dans ses réflexions. Donc c'est un outil qui est très facile d'accès, c'est pour ça qu'il peut être utilisé seul ou accompagné, et on estime que ça permet d'avoir une bonne vision globale avec un outil qui est une évaluation qui dure à peu près une vingtaine de minutes. Après, effectivement, quand ça sert de support de discussion, moi, les cas d'études que j'ai pu faire, on y a plutôt passé 1 heure, mais c'est parce que chaque question donnait affaire à un débat qui enrichissait, entre guillemets, les réflexions de l'éleveur donc derrière. Du coup, si on regarde un peu les différents résultats que l'on peut avoir en sortie de cet outil. Donc l'idée, c'est bien de déterminer la vulnérabilité de l'élevage en lien avec le dérèglement non climatique. Et en fait, on va récupérer un diagramme araignée qui ressemble à ceci. Donc vous voyez qu'il y a 5 grandes thématiques qui sont traitées. L'idée, c'est de se dire, plus vous allez être proche, plus votre résultat est proche de la bordure rouge, et plus vous avez une sensibilité élevée au réchauffement climatique. Et donc là, vous avez l'exemple, par exemple, de l'éleveur qui va venir simuler sa situation actuelle. Ce qui est assez intéressant, c'est que l'éleveur, selon les choix
qu'il va vouloir faire à l'avenir. Il est en capacité de venir modéliser finalement une évolution de pratique. Donc par exemple, si je fais modifier telle pratique sur mon élevage, comment évoluer mon diagramme araignée. Et vous voyez que sur l'aspect bâtiment installation, qui est la partie juste ici, là, vous voyez que le trait vert s'est rapproché donc du centre, donc c'est éloigné de la bordure rouge, et donc du coup l'éleveur a gagné en résilience. Donc en fait, très simplement, l'éleveur peut venir modifier donc des paramètres et de ce fait-là voir dans quelles conditions il y gagne, dans quelles conditions il y perd. Maintenant, si on aborde les différents leviers d'action qu'un éleveur pourrait activer, on estime qu'il y a 3 grands types de leviers qui peuvent être activés. Il y a un premier levier qui vont tourner autour de comment je peux faire en sorte d'éviter l'élévation de température à l'intérieur de mes bâtiments. Il y a un deuxième levier qui va dire, une fois que j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais pour limiter l'élévation de température dans les bâtiments, je vais essayer de refroidir l'air qui rentre dans mes bâtiments, parce que je me rends bien compte que juste éviter l'élévation, ce n'est pas suffisant. Et enfin, il y a une dernière solution que j'aborderai beaucoup plus rapidement à la fin de mon intervention, qui sont les autres solutions et qui sont un peu plus anecdotiques en termes de diffusion sur le terrain. Donc en termes d'élévation de température. Alors élévation de température, donc le premier bloc que j'ai abordé, en fait il y a 3 grandes thématiques qui peuvent être abordées autour de éviter cette élévation de température. C'est tout ce qui va tourner autour de la densité animale, tout ce qui va tourner autour de l'isolation des bâtiments. Alors l'isolation des bâtiments, je ne vais pas le traiter aujourd'hui parce que ça concerne plutôt la construction de bâtiments neufs. Et l'idée d'aujourd'hui, c'était plutôt d'axer ma présentation sur ce qui peut être réalisé sur des bâtiments existants qui concernent un plus grand nombre de bâtiments sur le terrain. Et le dernier point, c'est tout ce qui concerne la ventilation et l'extraction de l'air chaud des bâtiments. Alors, si on regarde le volet densité, le volet de densité, en fait, c'est très simple. C'est si on veut réduire, éviter qu'il y ait des trop grosses élévations de température dans les bâtiments, en fait, il faut enlever des générateurs de chaleur. Et les générateurs de chaleur, en l'occurrence, c'est les animaux. Donc, notamment en engraissement, il y a un certain nombre d'éleveurs qui réduisent la densité en engraissement pendant les bandes estivales. Ils vont passer de 0,65 m² par porc, qui est la surface réglementaire, à du 0,8 ou 1 m² donc par porc. 1 m², c'est ce qui est recommandé par exemple en label rouge, pour que vous ayez un peu les ordres de grandeur donc en tête. Donc l'idée, c'est de se dire, on va venir supprimer un certain nombre d'animaux donc dans les cases pour essayer de libérer donc de l'espace donc dans les cases. Et ça a plusieurs vertus. D'une, il y a moins de production de chaleur parce qu'il y a moins d'animaux dans les cases. Deuxièmement, les animaux, du fait qu'ils aient plus de place donc dans les cases, ils vont plus être en capacité de s'éloigner de leurs congénères. Et s'ils s'éloignent de leurs congénères, finalement, ils vont mieux réussir à se thermoréguler. Et tertio, quand le cochon a plus la capacité de s'éloigner de son congénère, il va être en capacité de se coucher de manière latérale. Et en se couchant de manière latérale, il va pouvoir avoir beaucoup plus de transfert de calories via la surface de sa peau en contact avec le sol pour mieux se thermoréguler et envoyer de la chaleur vers l'extérieur. Donc pour faire ça, l'idée c'est de réduire le nombre de truies en maternité en amont des coups de chaleur pour faire en sorte que les bandes estivales soient en plus petits effectifs, ou c'est de construire donc des places neuves pour pouvoir dédensifier les bâtiments donc existants. Ensuite, si on regarde sur la ventilation. Alors la ventilation, pour faire simple, on a toujours eu des standards en production porcine autour des minimums en mètres cubes beurre par tête à mettre dans nos bâtiments et les maximums. Avant, quand on parlait de maximum, vous voyez qu'il y avait 2 lignes, en zone tempérée et en zone chaude. Globalement, ce qu'on constate à l'heure actuelle, c'est que ce qu'on appelle la zone chaude avant est en train de devenir la zone France. C'est-à-dire que tous les nouveaux projets qui se montent à minima avec les mètres cubes par tête qui sont présentés dans ce qu'on appelait avant zone chaude. Donc ça, c'est les débits qui peuvent être installés donc, sur des bâtiments neufs ou des débits qui peuvent être contrôlés sur des bâtiments existants. Justement, en termes de contrôle, ce qui peut être toujours intéressant quand on commence un coup de chaleur, ça va être d'avoir un peu une checklist des choses à vérifier pour faire en sorte que les coups de chaleur se passent bien. Donc dans les choses à vérifier, c'est assez simple. Vous allez un peu avoir l'impression que je joue des portes ouvertes, mais c'est des vraies situations d'élevage que je vous présente là. En fait, c'est de vérifier le circuit d'air. Donc, typiquement, le circuit d'air, là, vous voyez la photo qui est tout à gauche. Vous voyez une surface d'entrée d'air qui est complètement obstruée. Donc, quand on fait le diagnostic, la surface d'entrée d'air, elle est correcte. Mais en fait, quand on regarde dans la pratique, on se rend compte qu'elle est complètement obstruée. De ce fait-là, l'air ne va pas bien rentrer dans le bâtiment. Pareil, la photo que vous avez tout à droite, pour le coup, on est sur une végétation qui est très bien en termes d'intégration paysagère et en termes de visibilité depuis la route, etc. Manque de bol, en fait, l'entrée d'air se fait juste derrière. Donc, autant vous dire que l'entrée d'air, elle est un petit peu bloquée par cette végétation qui a pris un peu donc, le dessus. Donc ça, c'est l'entrée d'air principale du bâtiment qui se doit d'être pas limitante. Mais en fin de compte, il y a aussi l'entrée d'air de la salle.
Alors là, la photo étant petite, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, mais il y a énormément de toiles d'araignée qui sont positionnées au plafond et d'une manière générale donc dans le bâtiment. Ça, c'est très révélateur d'une entrée d'air qui se fait par le plafond et qui est complètement obstruée. Et de ce fait-là, il n'y a plus de vitesse d'air, il n'y a plus d'air donc à passer. Donc là, typiquement, pareil, si l'entrée d'air est dans ces situations-là au printemps ou en hiver, vous pouvez être sûr que l'été va être très très compliqué donc à gérer. Enfin, on peut regarder le système d'extraction. Pareil, il faut que l'air puisse correctement rentrer, il faut que l'air puisse correctement sortir, sinon vous allez brider votre système de ventilation. Et là, on imagine assez bien que le système n'a pas été très très bien entretenu ou décrassé au fur et à mesure des vides sanitaires. Et vous voyez la quantité donc, de poussière, de soie de cochon, etc., qui a pu venir s'accumuler juste aux abords donc, du ventilateur. Et enfin, le dernier point qui est un petit peu plus technique, je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, mais c'est le positionnement des sondes de température qui pilotent tout le système de ventilation. Là, typiquement, le système d'entrée d'air, le système de sonde, pardon, qui est entouré en rouge ici, est positionné juste en face du système d'entrée d'air. Donc, entre guillemets, il y a quand même de très fortes chances pour que la valeur remontée soit une valeur qui soit erronée, la valeur de pilotage du système de ventilation. Maintenant, si on regarde les solutions que l'on a pour venir refroidir les animaux. Alors pareil, il y a 4 grands types de solutions qui existent pour refroidir les animaux. Moi aujourd'hui, je vais en développer que 2, qui sont les 2 solutions les plus couramment rencontrées sur le terrain. La première solution, ça peut être de venir faire de la vitesse d'air sur les cochons. Bon, nos coques de bâtiment ne sont pas toujours très très bien fichues pour réaliser cela. La deuxième méthode, c'est réaliser le douchage des animaux. C'est plutôt à proscrire parce qu'on ne maîtrise pas bien la quantité d'humidité qu'on apporte dans les bâtiments et souvent ça dérape un peu en déflagration d'humidité dans les bâtiments, ce qui pose énormément de problèmes dans le système de thermorégulation donc, des cochons. Donc moi aujourd'hui, je vais aborder 2 sujets qui vont être la brumisation et qui vont être le refroidissement donc, des entrées d'air. Alors quand on parle de brumisation, la brumisation, il y a 2 grands types de brumisation qui existent. Il y a la haute pression que vous voyez avec les fines gouttes juste ici, et vous avez la basse pression avec des gouttes plus grossières donc ici. Typiquement, la basse pression est à proscrire parce que vous voyez qu'elle est très grossière et de ce fait-là, elle va engendrer un dépôt d'humidité sur les structures, donc sur le sol, sur les murs, sur les cloisons, sur les animaux. Et ça, c'est pareil. L'idée, quand on utilise de la brumisation, c'est de parfaitement maîtriser la pulvérisation des gouttes d'eau pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'eau stagnante à rester donc dans les cases. Donc en fait, on va plutôt utiliser ce système-là, qui est un système qui est bien plus performant. L'avantage de la brumisation, c'est qu'on est un système sur lequel il n'y a pas de génération de courant d'air, c'est adapté à tous les stades physiologiques, ça n'impacte pas les performances des ventilateurs. Par contre, vu que ça rajoute de l'humidité dans les bâtiments, il faut être vigilant à ne pas trop surcharger l'humidité donc des salles, et c'est pour ça qu'il y a des temporisations. Vous allez avoir des cycles de fonctionnement, d'arrêt, pour essayer d'éviter une surcharge en termes d'humidité, donc l'air de la salle. L'autre solution qui fonctionne à peu près sur le même principe, l'idée c'est toujours d'utiliser le potentiel que l'eau peut avoir pour venir réduire la température donc de l'air, mais là ça va se faire sur un support. Donc la brumisation ça se fait directement dans la masse d'air, là ça se fait sur un support où finalement il faut que vous imaginiez que vous alliez avoir une quantité d'eau assez réduite qui va être envoyée sur un pain plastique ou sur un pain cartonné et qui va dérouler comme ça le long comme une espèce de cascade. Ça va tomber donc dans un bac récupérateur qui lui va renvoyer donc l'eau au-dessus donc du pain en question. Et en fait, ce pain-là, ce pain plastique-là ou ce pain cartonné-là, ce qui correspond aux 2 photos que vous avez donc à côté, correspond au système d'entrée d'air. Donc quand l'air chaud et sec va passer au travers de ce pain-là, et bien finalement il va venir se refroidir et de manière assez efficace. C'est-à-dire que la brumisation, quand c'est bien utilisé, ou le cooling quand c'est bien utilisé, on peut gagner jusqu'à 5 à 7 degrés par rapport à la température donc extérieure. Donc le chaud et sec, quand on passe en air refroidi et humide de l'autre côté, on peut gagner entre 5 et 7 degrés. Donc c'est quelque chose d'assez performant. Du coup, dans les autres solutions, comme je vous disais, que je vais assez rapidement donc évoquer parce qu'elles sont moins présentes, mais malgré tout, elles peuvent avoir un avenir dans les prochaines années. Une des premières solutions, ça peut être de travailler sur les nouveaux équipements. Donc, quand j'entends les nouveaux équipements, ce que j'entends par là, c'est les pompes à chaleur. Donc, les pompes à chaleur, on a classiquement l'habitude de les utiliser où on va récupérer des calories dans le sol, dans l'air,
dans le lisier pour ensuite aller réchauffer des stades physiologiques, donc des maternités ou des post-sevrage, et ben en fait on pourrait faire coup double, c'est-à-dire qu'on pourrait aller récupérer des calories chez les animaux qui en ont trop, donc dans des gisoires en engraissement, dans des gisoires en gestante, et les calories récupérées, on pourrait effectivement aller les réutiliser pour chauffer de l'eau, pour un Karcher eau chaude, enfin un laveur haute pression chaude, pardon, pour de l'eau sanitaire, pour préchauffer de l'eau avant d'être mis dans des dalles chauffantes, tout ce genre de choses. Donc les pompes à chaleur peuvent être une solution assez intéressante. Ça peut être de travailler aussi sur ce qu'on appelle l'albédo des matériaux. Donc historiquement, on avait tendance à avoir des panneaux béton, des fibrociments qui étaient assez foncés et de ce fait-là qui se chargeaient assez volontiers en calories. En fait, on se rend compte que plus on va travailler avec des matériaux qui vont être très clairs, et moins il y a de chances pour que ces matériaux se chargent en calories et de ce fait-là relâchent les calories après à l'intérieur du bâtiment. Et enfin, le dernier point, c'est l'aménagement autour des bâtiments. Plus vous allez avoir un aménagement qui est très verbacé, très arboré, et plus vous avez de chances de bénéficier de ce capital fraîcheur autour de vos bâtiments, contrairement à des solutions où c'est très bétonné. Alors le côté très bétonné, il a d'autres avantages, d'un point de vue, je pense notamment aux rongeurs. C'est bien plus facile de maîtriser les rongeurs. Il y a beaucoup moins d'entretien donc également. Malgré tout, on retrouve cet aspect, je me charge en calories et je vais relarguer les calories donc plus tard. Chose qu'on n'a pas sur la photo que je vous présente juste ici. Du coup, en guise de conclusion sur cette partie-là, c'était de dire que en fait, on a toute une panoplie de solutions donc, possibles sur nos bâtiments d'élevage. On peut venir intervenir soit sur nos animaux avec la densité, comme on l'a évoqué, soit on peut intervenir sur les équipements autour de nos animaux, ça peut être la brumisation, la ventilation, soit on peut intervenir sur la coque de nos bâtiments, installer des coolings, revoir l'albédo, faire des grands volumes, soit on peut travailler sur les à côté. Donc les à côté, c'est le côté aménagement herbacé, herbagé autour des bâtiments. En fait, pour vous rendre compte un peu de ce qui est faisable ou pas dans un élevage lambda, il y a des études de cas qui ont été faites. Donc, en l'occurrence, il y en a deux et ça vous permet d'avoir un exemple concret de deux éleveurs. Quelles sont les initiatives qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans une prévision de gestion de leurs investissements à court terme, à moyen terme et à long terme pour avoir quelques exemples et de cas concrets autour de ça. Et donc, si vous voulez aller un peu plus loin, en fait, si vous voulez aller un peu plus loin, il y a un Climalea Diagle qui existe sur la base de l'outil Thermipig et Thermiso qui fonctionne en 3 modules. Donc là, on rentre un peu plus dans des modules experts où là, on va devoir saisir beaucoup plus de choses. Des modules élevage, un module bâtiment, description des salles et un module donc conduite. Donc vous voyez qu'on rentre beaucoup plus dans le détail avec les hauteurs de plafond, les grandeurs de salles, grandeur de bâtiment, grandeur des fenêtres, etc., etc. Donc comme je vous le disais, on est beaucoup plus sur un outil expert. L'idée, c'est de faire une modélisation thermique d'un élevage et de modéliser les performances technico-économiques de chacun des scénarios climatiques. Donc si j'augmente de tant de degrés donc, dans mes bâtiments, ou si j'augmente de tant de degrés la température extérieure avant qu'elle rentre dans mon bâtiment, quel impact ça a sur mes indices, sur mes GMQ, sur mes pertes, etc., etc. Donc on est un peu plus sur un outil expert, et de ce fait-là, le temps à y passer il est un peu plus long, mais par contre les livrables sortis sont beaucoup plus intéressants pour le pilotage fin d'un élevage. Donc déjà, on fait un zoom sur des éléments de détail et deuxièmement, il y a l'aspect économique qui est abordé, qui reste un peu quand même le nerf de la guerre. Du coup, je vous remercie pour votre attention. Je pense que cette slide